Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les faits saillants. Le Premier ministre a décoré donc d'éminentes personnalités aujourd'hui, donc personnalités religieuses, intellectuelles musulmanes. Et condamnation donc des victimes donc, de l'Iran par Djibouti. Et la Cour suprême kenyane a validé donc la réélection d'Ouru Kenyatta. Voilà, donc c'était les principaux points que vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé au grade d'officier dans l'ordre du 27 juin deux imminentes personnalités venues participer au forum des ulama et intellectuels de l'Afrique de l'Est. Il s'agit en l'occurrence de Aboubakar Othman, ministre de l'Irshad et des Awqaf de la République du Soudan, et Cheikh Abdelrahman Ben Ghanem Al-Ghannam, secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Da'wa et de l'Irshad du Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux récipiendaires ont transmis donc via le Premier ministre un message de remerciement au président de la République Ismaël Omar Guelleh pour cette distinction honorifique. Et en fin de cérémonie, Cheikh Abdelrahman Ben Ghanem Al-Ghannam a remis donc des cadeaux au Premier ministre, notamment un porte-livre représentant une superbe reproduction de la Kaaba. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Oumin Hassan Barré, a assisté donc à la cérémonie de remise des deux distinctions. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, a dirigé hier au siège de la Ligue arabe les travaux de la réunion d'urgence des chefs des diplomaties des pays arabes pour discuter notamment des violations de l'Iran dans la région. Pour nous en dire plus, Ali Abdullahi, bonjour. Bonjour. Alors, sur quoi, donc, quels ont été les principaux thèmes abordés lors de cette réunion d'urgence, Ali? Eh bien, cette réunion extraordinaire a permis d'examiner les répercussions du tir d'un missile balistique sur Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, le 4 novembre dernier, par des milices houthis que soutiennent l'Iran et le parti du Hezbollah libanais. L'attaque terroriste visant le principal oléoduc du Bahreïn ainsi que les ingérences de l'Iran dans les pays arabes, en Irak et en Syrie notamment, a été dans l'ordre des discussions. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont estimé que toutes ces violations mettent en péril la sécurité et la paix dans la région arabe et dans le monde entier. Ils ont condamné rigoureusement ces violations de l'Iran dans la région. Dans son discours d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné que notre pays rejette fermement toute atteinte à la sécurité du Royaume d'Arabie Saoudite et toute menace contre la stabilité d'un quelconque autre État arabe. Mahmoud Ali Youssouf a appelé l'Iran à arrêter son rôle négatif qui vise à déstabiliser la région ainsi que ses ingérences dans les affaires intérieures des États arabes. Le ministre a également réitéré la position ferme de Djibouti à l'égard de l'action arabe commune ainsi que la préservation de la sécurité nationale arabe. Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères a appelé le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères à assumer la responsabilité à l'égard des violations commises par l'Iran. Il a par ailleurs demandé que soit adoptée une position arabe commune pour mettre fin à ces violations conformément à la charte de la Ligue des États arabes, et ce afin de protéger la nation arabe et de sauvegarder la sécurité des États et des peuples arabes. S'agissant de la question palestinienne, les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté également une déclaration suite à l'annonce de la fermeture du bureau de l'OLP à Washington. Ils ont appelé l'administration américaine à annuler cette décision qui aura des répercussions négatives sur les efforts de paix au Moyen-Orient. À l'issue des travaux, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une conférence de presse conjointement avec le secrétaire général de la Ligue arabe. Tous deux ont répondu donc clairement à toutes les questions des journalistes. Merci Ali pour cette analyse. Également dans l'actualité, sous la présidence du député Ali Soubani Ateye, la commission de la législation et de l'administration générale a tenu aujourd'hui une réunion qui a permis donc d'examiner le projet de loi portant transformation de la société djiboutienne de chemin de fer en société anonyme. La séance de travail s'est déroulée en présence du ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Dawale,
l'Assemblée. Ce projet de loi prévoit donc de transformer la société djiboutienne de chemin de fer d'un établissement public à caractère industriel et commercial en une société anonyme. En outre, cette transformation juridique en société anonyme permettra à des opérateurs stratégiques d'acquérir des actions, injecter de nouveaux fonds et par conséquent amortir les prêts dans les meilleurs délais. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à l'adoption de ce corpus lors donc de la prochaine séance publique. L'Office national du tourisme djiboutien a lancé donc ce matin une cérémonie de formation de plongeurs sous-marins. Et cette formation est parrainée, s'appuie donc sur l'expertise de professionnels français de plongée. L'objectif étant donc de former et de rendre les plongeurs djiboutiens plus aptes à tout service dont on en a besoin concernant la soudure sous-marine, l'entretien de digues ou encore le carrelage des bateaux. Rappelons que la Fédération française de sport et études sous-marins est une fédération donc qui a plus de 300 000 membres et 2500 clubs sportifs. Il s'occupe de sport subaquatique. La cérémonie de lancement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, à savoir le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la Santé, Dr Djama El Meoukié, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs, le président de la Fédération française de sport et études sous-marines, Jean-Louis Blanchard, et le directeur de l'Office national de tourisme de Djibouti, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de plongée. Le président de la Fédération française donc a entamé ses propos par la présentation de la fédération et de ses activités concernant le tourisme et des activités génératrices de revenus pour le tourisme. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Djama El Meouki, a indiqué que cette formation aidera des jeunes plongeurs qui seront donc amenés à servir plus efficacement. L'objectif étant de former et de rendre les plongeurs djiboutiens plus aptes à mener des opérations sous l'eau. C'est un véritable métier qui se développe à côté des activités de plongée pour la découverte des fonds marins et du tourisme subaquatique. Et de son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a évoqué l'importance pour les jeunes des activités de la Fédération de sport nautique et subaquatique. Il a mis l'accent sur les formations qui permettront donc à des jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle. Nous l'écoutons. Ce n'est pas pour la première fois à Djibouti, c'est un ami de Djibouti, il a fait plein de choses, mais seulement il a relaté plusieurs surprises importantes pour la République Djibouti et plus particulièrement pour les jeunes. Les jeunes parce qu'aujourd'hui est au centre de toutes les discussions, de la mesure où on relève du 1er novembre, où on a célébré la journée nationale et africaine de la jeunesse. Cette jeunesse, il faut la contenir, il faut leur offrir ce dont elle a besoin. Et c'est dans ce contexte que M. Blanchard est à Djibouti pour essayer de former. Plusieurs formations techniques qui vont être... Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. La cité Nassib, désormais connectée au réseau routier. Une nouvelle route donc a été réalisée. Elle relie désormais la nouvelle cité à la route nationale 1 ou route d'Arta. Et donc la réalisation de cette route de près de 2 km de longueur et 7 mètres de largeur a été menée par l'ADR, l'agence djiboutienne de route. L'ADR donc a pu mener à bien ses travaux suite à l'acquisition des gros engins de construction de travaux publics offerts par le gouvernement japonais. La cité Nassib, rappelons-le, a été construite pour les sinistrés et les populations à faible revenu. Pour plus de précision, écoutons les explications du directeur de l'agence djiboutienne des routes. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, cher Abdurabou Ahmed Hakami, a clôturé hier soir les activités et programmes de l'année 1438 de l'Hégire, soit l'année 2017. La cérémonie de clôture s'est déroulée à Haramous, dans les bureaux de l'attaché religieux et en présence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, ayant également pris part le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes et d'orientation dans le Royaume, cher Abdurrahman Ben Ghanem. Ont assisté également à cet événement l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, et le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Au cours de cette cérémonie, les participants ont suivi une projection sur les activités et programmes les plus importants exécutés par l'attaché religieux au cours de l'année écoulée. Et de son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques d'orientation du Royaume d'Arabie Saoudite a rappelé donc dans son discours l'importance des relations fraternelles et de coopération conjointe entre Djibouti et Riyad, en particulier dans le domaine des affaires religieuses, le plaidoyer et la réhabilitation des chercheurs et des prédicateurs. Le cher Abdurrahman Ghanem a profité donc de cette occasion pour adresser ses félicitations à l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne à Djibouti pour le succès des activités et des programmes de plaidoyer menés au cours de l'année écoulée 1438. De son côté, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti a souligné donc que ces programmes et événements reflètent la profondeur des relations fraternelles et de coopération commune entre Djibouti et Riyad. Abdelaziz Ben Daoud donc a réaffirmé que ces programmes ont contribué à renforcer le domaine des affaires islamiques en République de Djibouti.
Éducation à présent, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé donc les travaux d'une réunion de réflexion sur le diagnostic et la révision des curricula de l'enseignement fondamental. Cette action étant programmée dans le cadre du plan d'action de l'éducation 2017-2019. De nombreux inspecteurs de l'enseignement fondamental donc ont pris part à cette réunion aux côtés donc des officiels, à commencer par le secrétaire exécutif Ayan Ousmane Abrar et l'inspecteur général Mahdi Omar Farah ainsi que la directrice générale du CFEF Aïcha Farah El-Tiri. Le directeur général du CRIPEN Saïd Nour a d'abord fait donc un bref exposé sur les ambitions du MENFOP à travers cette révision des curricula de l'enseignement fondamental et moyen. Il est revenu sur les recommandations des études et des consultations nationales. De base date de 2002 et celle de l'enseignement moyen date de 2006, ce qui fait que ça fait un certain temps que ces curricula sont en place. Donc, mais à la lumière aussi du changement qu'il y a eu au lycée, de la réforme de l'enseignement secondaire, il était temps que l'enseignement fondamental soit aussi révisé. Et pour nous en dire plus, avec nous sur ce plateau, Madame Mouna Ismail Abdou, bonjour. Vous êtes inspectrice donc de français au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors nous allons d'abord revenir sur ce programme de réflexion qu'est le curricula. Alors qu'est-ce que le curricula d'abord? Alors le curriculum est un tout qui comprend alors le programme. Mais au-delà des programmes, ça comprend les pratiques d'enseignement, ça comprend les modalités d'évaluation, donc ça comprend un certain nombre de paramètres en lien bien sûr avec les enseignements et apprentissages. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu donc les curricula? Quels sont les secteurs de l'éducation qui seront touchés par ce programme? Alors, donc comme ça a été dit, il s'agit de la révision des curricula de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire l'enseignement de base et l'enseignement moyen. Donc il faut savoir que les curricula donc, ont été réformés à la suite des États généraux de 1999. Il ne restait plus que le dernier maillon, c'était l'enseignement secondaire général, c'est-à-dire le lycée. C'est ce que nous avons réformé, et notamment l'année dernière avec la mise en place du baccalauréat djiboutien. Et là, c'était donc le moment de revenir un peu sur ces programmes qui ont été, sur ces curricula qui ont été rédigés il y a déjà un certain nombre d'années et qu'il fallait donc améliorer à la base donc sur la base de l'évolution donc de la société, de l'évolution des nouvelles technologies, surtout que là nous avons intégré un certain nombre de nouvelles technologies, les smart class, les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais également il fallait revoir la cohérence générale avec les nouveaux programmes conçus pour l'enseignement secondaire général. Donc le curricula, c'est une manière donc de faciliter à l'enseignement fondamental à travers toutes ces réalisations et ces avancées technologiques, une manière pour que l'élève comprenne mieux ses cours, quoi. C'est la base même, on va dire, de l'enseignement. C'est ce qui est enseigné, c'est comment il est enseigné, c'est pourquoi il est enseigné, c'est comment il va être évalué, c'est tout ça. Sauf que d'une manière, généralement les gens connaissent le terme programme, alors que les curricula couvrent beaucoup plus de paramètres que les programmes. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est important pour sur ce nouveau chantier, on va dire, nous ne faisons pas table rase de ce qui existait. Il existe bien entendu un certain nombre de réalisations, un certain nombre de contenus qui sont toujours pertinents, qui sont toujours importants, mais nous sommes assez honnêtes pour nous dire qu'il faut toujours améliorer, qu'il y a un certain nombre de choses peut-être qui n'étaient pas tout à fait au point ou qu'il faut justement revoir à la lumière de ce que je vous disais, de cette cohérence horizontale, verticale, mais également à la lumière de l'évolution et des technologies et des élèves et des besoins des élèves et des besoins de la société. Et puis ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment une vision, on va dire, globale et holistique. D'abord, c'est une réflexion générale, c'est nous travaillons ensemble enseignement de base et enseignement moyen, ce qu'on appelle l'enseignement fondamental, pour que justement que l'on soit sûr que cette cohérence sera garantie. Là, cette réunion d'hier a permis donc déjà de réfléchir, de lancer la réflexion, mais de définir également les étapes, les modalités de travail, le dispositif de travail. Est-ce que les enseignants sont formés pour cela ? Alors justement, donc d'abord on commence par la mise en place, la rédaction, la révision de ces curricula, et puis la formation intervient après. Mais ce qui est important et ce qui a été décidé hier avec le secrétaire général, c'est que nous sommes dans une démarche participative et consultative. C'est-à-dire que dès que nous stabilisons, dès que nous sécurisons une étape, là par exemple, la première étape ce sera la définition des profils de sortie. Dès que nous faisons un travail
nous consultons le terrain, nous consultons les enseignants avant de valider. Donc il va y avoir un travail d'aller-retour avec le terrain avant de valider les travaux. Et quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est qu'on arrive vraiment avec des programmes de qualité, qu'à la fin, à l'issue de cette révision-là, qu'on ait à la fin donc des programmes de qualité, des programmes qui répondent aux besoins des élèves, aux besoins de la société, aux besoins du marché, au profil, enfin, aux besoins du système universitaire, de l'enseignement supérieur, que nous ayons à la fin des élèves qui ont de réelles compétences à l'issue de l'enseignement moyen. Et puis après, bien entendu, ça se poursuit avec l'enseignement secondaire. Merci Madame Mouna Ismaël Abdou d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes inspectrice de français au ministère de l'Éducation nationale. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et la localité de Kalalaoudi, près de Adbouya, donc située à 26 km de Tadjoura, est désormais approvisionnée en eau potable. Une citerne donc a été enfouie sous terre. Elle est donc régulièrement alimenté en eau par des camions citernes. Ce projet donc a été mis en place grâce à l'ambassade du Japon, conduit donc par l'ambassadeur Tatsuo Arai, qui s'est rendu sur place pour constater la finalisation de ce projet confié à une association locale. Le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, le vice-président du conseil régional Abdou Omar, des élus de la région ainsi que quelques notables ont accompagné le diplomate japonais lors de son déplacement dans la localité de Kalalaoudi. Le préfet Abdelmalik Mohamed a également remercié l'ambassadeur du Japon et a rappelé que c'est un pays ami avec qui la République de Djibouti a une coopération très active. Et pour clôturer, le préfet a souligné l'importance de l'accès à l'eau pour les populations des zones rurales, ce qui demeure une priorité du gouvernement. Et enfin, vendredi dernier, une escapade et une découverte à la fois des Arta donc a été organisée. Cette randonnée pédestre donc a vu la participation de nombreux membres donc des forces françaises stationnées à Djibouti et du commandant de ces forces, le général de brigade aérien, ainsi que du préfet de la région d'Arta, Abdullah El-Roukiye, qui a pris part. Les coureurs donc ont effectué une course de 7 km durant laquelle ils ont pu découvrir le magnifique paysage que constitue donc la région d'Arta. Et de là, nous passons à l'actualité continentale, notamment au Kenya. Donc, la Cour suprême a validé donc la réélection d'Ourou Kenyatta, mais la tension reste vive dans les rues avec de nombreuses manifestations, n'est-ce pas, Hussein? Effectivement, donc, Ahmed, la Cour suprême de Kenya a rejeté aujourd'hui le recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'annulation du scrutin d'août et validé la réélection du président sortant Ourou Kenyatta. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée et la réélection de M. Kenyatta est confirmée, a déclaré le président de la Cour suprême. Cette décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, signifie que M. Kenyatta, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est la même Cour suprême, plus haute juridiction kenyane, qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider l'élection du 8 août dernier. M. Kenyatta a remporté l'élection d'octobre avec 98% des voix, mais sa victoire a été ternie par une faible participation. Le scrutin ayant été boycotté par l'opposition qui estimait qu'il ne pouvait en aucun cas être libre et équitable. Le recours avait été déposé par un homme d'affaires associé à un ancien député proche de l'opposition et par 2 responsables d'ONG. La décision de la Cour suprême met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région. Mais elle ne signifie pas pour autant que la crise est complètement terminé. Après 2 semaines de calme, la tension est remontée d'un cran avec la mort vendredi de 3 personnes tuées par balle lors des manifestations de l'opposition réprimées par la police à Nairobi. Et toujours en Afrique, donc Robert Mugabe demeure plus incisif et décidé. Il ne renonce pas, Hussein, à laisser le pouvoir. Il refuse de démissionner. Effectivement, donc Ahmed, dans un discours adressé à la nation et considéré comme un défi aux militaires et à ses adversaires, Robert Mugabe a indiqué que le
qu'il présiderait les mois prochains le congrès des ZANU-PF dont il a été exclu plus tôt dans la journée. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a terminé son très attendu discours à la nation sans annoncer sa démission, défiant ainsi toutes les attentes et les rumeurs sur son départ. Des responsables du parti au pouvoir des ZANU-PF ont pour leur part précisé leur intention d'entamer une procédure de destitution si le président ne remettait pas sa démission cet après-midi. L'ancien ministre des Finances, M. Patrick Chinamasa, a prévenu à la suite de cette intervention que les procédures seraient effectivement lancées si le président ne se pliait pas à l'ultimatum. Les décisions du parti ont été saluées par une population avide de changement dans un pays ruiné où le taux de chômage avoisine le 90%. Merci Hussein pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi.